Le mot algorithme, que nous utilisons à toutes les sauces, vient d'Al-Khawarizmi. Tout le monde sait ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait, cet Al-Khawarizmi, pour mériter ça? Et par quel chemin son nom en est-il venu à désigner nos méthodes de calcul? Oh, algorithme n'est pas le seul mot qui nous est laissé, l'autre est algèbre. Il figure dans le titre de ce manuscrit. On peut le traduire par le livre du calcul par la restauration, algèbre, et la comparaison, Mukabala. Ce livre décrit bien des méthodes de calcul, en particulier pour les racines des équations du second degré, ni plus ni moins que d'autres. Donner des algorithmes de calcul est le but de n'importe quel livre ancien, à part chez les Grecs. On ne peut pas dire qu'Al-Khawarizmi ait fait une première. Non, non, ce n'est pas de ce livre que vient le mot algorithme. D'où vient-il donc? Et déjà, d'où vient le nom d'Al-Khawarizmi? Il s'appelait Mohamed, fils de Moussa. Il était pensionnaire de la maison de la sagesse à Bagdad. L'usage pour les savants de langue arabe était de leur donner pour surnom celui de leur région d'origine. Mohamed, fils de Moussa, était originaire du Kharezm. Le Kharezm est une région d'Asie mineure, tout à fait en haut à droite de la carte, aux confins de l'immense empire abbasside. Voici la région du Kharezm, cette bande de terre rose sous la mer d'Aral. Et voilà donc pourquoi Mohamed bin Moussa s'est appelé Al-Khawarizmi. Le livre auquel il doit de nous avoir transmis son nom comme nom commun, on n'en a plus de manuscrits en arabe, il n'en reste que des manuscrits latins. Voici une transcription du XIXe siècle. Le livre s'intitule Algorithmie des numéros Indorum, Al-Khawarizmi à propos des nombres indiens. C'est une description de la numération indienne, que nous appelons arabe à cause précisément de ce livre. Comme vous le constatez, Al-Khawarizmi ne prétend pas du tout que les nombres viennent des Arabes. D'autres auteurs arabes ont décrit la numération des Indiens, en particulier Al-Kindi à la même période. Pourquoi c'est Al-Khawarizmi et pas Al-Kindi qui a fait connaître la numération indienne en Occident? Le hasard des traductions et de la conservation des manuscrits, rien de plus. À plusieurs reprises dans le livre, la première expression est répétée. Dixit algorithmi. Al-Khawarizmi a dit. C'est comme cela que le nom est resté. Oh, pas toujours sous la même forme d'ailleurs. Vous le constatez sur ce manuscrit, il n'est pas évident de transcrire le nom par algorithmie. On lirait plutôt algorithmi avec un Z. Quand les traductions de manuscrits arabes ont été faites, à partir du Xe siècle, il n'y avait pas de manière codifiée de transcrire des noms propres arabes en latin. Alors chaque auteur y allait de son interprétation, plus ou moins fantaisiste. Pour Al-Khawarizmi, on trouve Mahomet Algoharizin ou Algoharizim, bin Moussa, le fils de Moussa, est rendu parfois par Ben Moussa, parfois par Filius Mosi ou Moïsi, le fils de Moïse. On trouve même elle, plus loin, Khovarezmi, et d'autres encore. Ces différentes formes du nom, qui avaient tout de même un fond de sonorité commun, ont fini par faire leur chemin dans toutes les langues modernes. En ancien français, on trouve algorithme, ogorisme ou argorisme, comme dans les citations suivantes. Quatre parties sont d'ogorisme, assemblées, abattre, diviser, multiplier. Comprenez, il y a quatre parties dans l'ogorisme qui sont ajoutées, soustraire, diviser et multiplier. Ce sont les quatre opérations. Et l'algorithme désigne donc la manière de calculer avec les chiffres arabes. Arithmétique est science de jeter et compter par le nombre de ogorismes et autres nombres communs. Ici, jeter désigne des opérations avec des jetons sur une table à compter.
Cette science est appelée algorithme de ce que nous usons de telles figures, 9, 8, etc. Ici encore, algorithme désigne la méthode de calcul avec les chiffres arabes. Or, venez un aussi grand nombre qu'algorithme peut calculer. Là, c'est un sens plutôt figuré. Il fait référence au fait que la méthode de numération est assez puissante pour calculer avec de très grands nombres. Le mot apparaît dans une expression à ne pas prendre au sens moderne, être chiffre un algorithme. L'algorithme est donc la numération indienne, et chiffre, c'est la transcription de l'arabe sifr, qui désigne le zéro. Être chiffre un algorithme, c'est être comme le zéro dans la numération indienne, c'est-à-dire être nul, tout simplement. Or, étouffé par moi-même, que chiffre suis un algorithme? J'ai tout fait par moi-même, mais je suis nul. Et ces chiffres un algorithme clair qui ce jour de lui-même ne festoie la mère Dieu. Le clerc qui ce jour-là ne fête pas la mère de Dieu est vraiment nul. Avec eux, leur duc sérénissime, qu'on peut juger un chiffre un algorithme. Avec eux, il y avait leur duc sérénissime, qu'on peut juger complètement nul. Jusque-là, il y avait algorithme avec un S, plus rarement avec un Z. Le TH est arrivé quand l'étymologie s'est plus ou moins perdue. L'homme que vous voyez là était un moine espagnol, Juan Caramuel. Il a écrit de nombreux livres, dont notamment un traité des mathématiques de son temps en 1670. Mathesis biceps, les mathématiques en deux parties. Il explique que algorithme est un mot arabo-grec de l'article arabe al et du mot grec arithmos, le nombre, comme dans arithmétique, d'où le th. Il explique aussi que l'espagnol qui a gardé l'article el ainsi que de nombreux mots d'origine arabe parle de el, plus loin, guarismo. Et dans cette étymologie fantaisiste, d'où vient le gua, ça, Caramuel ne le dit pas. Il a quand même raison sur un point, qui est l'utilisation en espagnol du mot guarismo. Corachan est docteur en théologie et professeur à l'université de Valence qui lui a offert ce magnifique bavoir. Lui aussi enseigne les mathématiques, mais au siècle suivant, et son livre est écrit en espagnol. L'arithmétique théorique et pratique. Dès les premières pages du livre, il explique la numération indienne, et comme vous le constatez, il emploie le mot guarismo pour désigner les 10 chiffres. Pour les autres langues, quelle avait été la postérité du mot? On le sait pour l'anglais, grâce à cet homme, Ephraim Chambers. C'est le tout premier encyclopédiste du siècle des Lumières. Il a écrit cette Cyclopédia ou Dictionnaire universel des arts et des sciences, publié en 2 volumes en 1728. On y trouve 2 mots, algorithm avec un S et algorithm avec TH. Sur le premier, il dit que le terme est utilisé par les auteurs arabes pour désigner les opérations pratiques de l'arithmétique spécieuse ou algèbre. Parfois aussi pour désigner les opérations de l'arithmétique ordinaire. L'arithmétique spécieuse, c'est l'algèbre littérale, créée plus d'un siècle auparavant par Viette, et qui commençait à diffuser en Europe. Le sens auquel Chambers fait référence, c'est celui que nous donnons au mot calcul, dans calcul algébrique ou calcul vectoriel. Dans la définition de algorithme avec TH, il ne s'agit que de numération, et même que des règles des opérations. Le terme viendrait, d'après Chambers, des Espagnols. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, publiée en 1751, est directement inspirée à l'origine de celle de Chambers et, très souvent, elle en est la traduction mot à mot. C'est le cas pour l'article algorithme que vous voyez et qui synthétise les 2 articles de Chambers. La traduction littérale
donne cette magnifique définition que je vous propose d'adopter dorénavant. L'algorithme est l'art de supputer avec justesse et facilité. Il y avait donc au XVIIIe siècle essentiellement deux sens au mot algorithme. D'une part, la méthode de calcul arithmétique avec les chiffres arabes, d'autre part, le sens plus général d'une méthode de calcul comme le calcul littéral en algèbre. De ces deux sens, le premier était en perte de vitesse. Il avait fallu longtemps pour que le calcul avec les chiffres, on disait alors le calcul à la plume, l'emporte sur le calcul avec des jetons. Mais au XVIIIe siècle, la bataille était en passe d'être enfin gagnée. On trouvait de moins en moins d'ouvrages pédagogiques qui éprouvaient le besoin de nommer algorithme le calcul à la plume. En revanche, le calcul littéral se diffusait de plus en plus. Voici quelques exemples. Les éléments d'arithmétique de Georg von Feuerbach ont connu de multiples rééditions. Comme vous le voyez sur le sous-titre de celle-ci, il y est question de l'algorithme des nombres entiers. Cette arithmétique logistique de 1619 est écrite en allemand, les mots latins étant en caractères romains. Algorithmus a encore le sens de la manipulation des nombres entiers. Par contre, et toujours en Allemagne, ce livre de Karsten de 1757 traite de l'Algorithmus speciosus, cette fois-ci écrit en caractère gothique. Il s'agit de calcul algébrique littéral. L'ambiguïté sur le terme algorithme se retrouve dans le traité d'algèbre de John Wallis, qui a eu une grande influence. C'est probablement de là que Chambers tirait ses informations. Le chapitre 16 est dédié à l'arithmétique spécieuse, c'est-à-dire au calcul sur des signes, les symboles, les lettres, bref, le calcul littéral de Viette. Voyez comment Wallis commence. Il désigne par algorithme avec un S les opérations pratiques de cette arithmétique spécieuse, c'est-à-dire le calcul littéral. Presque en même temps, Leibniz va utiliser le terme dans un sens nouveau, qui élargit son spectre. Il s'agit de sa nouvelle méthode pour les maxima et les minima, publiée en 1684. Tout simplement le premier article publié sur le calcul différentiel. Or, ce nouveau calcul, au sens ensemble de règles de manipulation d'objets mathématiques, Leibniz, comme vous le voyez, le désigne par algorithmus. C'est tout à fait cohérent avec l'utilisation que fait Wallis du mot algorithm pour le calcul littéral. La querelle de priorité sur l'invention du calcul différentiel entre Leibniz et Newton a passionné et empoisonné l'Europe scientifique de 1684 jusqu'à la mort de Newton en 1727. Newton lui-même a attendu longtemps avant de publier quoi que ce soit sur sa méthode des fluxions. Il a d'abord laissé faire ses disciples. Voici le premier traité anglais sur les fluxions par Charles Hayes. Comme vous le voyez, c'est une Introduction to Mathematical Philosophy qui contient une explication complète de la méthode par laquelle le plus célèbre des géomètres de l'âge présent a fait de si vastes avancées dans la philosophie mécanique. Et vous l'avez compris, il est question des principes mathématiques de la philosophie naturelle de Newton. Voici la table des matières. La section 2 commence bien sûr par expliquer les méthodes de calcul et pour répondre à Leibniz. Hayes ne peut pas faire moins que d'appeler ça algorithme. Mais il ajoute quand même or arithmetic, manière de souligner qu'il n'y a pas besoin d'employer de trop grands mots. Newton, lui, n'a jamais utilisé le mot algorithme. Pourtant, ce n'est pas faute d'en avoir inventé des algorithmes, et même des algorithmes tellement efficaces que nous les utilisons encore.
mais lui employait le mot méthode plutôt que algorithme. Et d'ailleurs, nous continuons à parler de méthode de Newton, par exemple pour la résolution d'équations. La méthode de Newton qui a eu la plus grande importance historique est sans doute celle-ci, qu'il publie en 1711, mais qu'il utilisait déjà en 1666, Methodus Differentialis. Comme la figure l'indique clairement, c'est ce que nous appelons la méthode des différences divisées de Newton. C'est bien un algorithme, et c'est même l'algorithme le plus efficace possible pour calculer les valeurs d'un polynôme. Mais au fait, si le sens du mot algorithme a dérivé de la numération indienne jusqu'au calcul algébrique ou différentiel, quand a-t-il commencé à prendre le sens que nous lui connaissons? Je n'en suis pas absolument certain, mais je suis prêt à miser sur cet article d'Euler, un exemple d'algorithme singulier. À propos d'une équation diophantienne particulière, Euler développe une méthode de calcul itérative à base de fractions continues. C'est bien un algorithme à notre sens. Il récidive 4 ans plus tard avec cet article sur l'usage d'un nouvel algorithme dans la résolution des problèmes péliens. Ces problèmes péliens sont des équations diophantiennes étudiées de longue date, en particulier par les Indiens, résolues par Lord Brouncker et que Euler attribue, soi-disant à tort, à John Pell. Quoi qu'il en soit de l'attribution, ce que décrit Euler, c'est à nouveau une méthode itérative pour atteindre la solution en un nombre fini de pas. En clair, un algorithme. L'autre grand nom à qui nous devons, selon moi, le sens moderne du mot algorithme, c'est Gauss. Tout jeune, Gauss devient célèbre grâce à 2 chefs-d'œuvre. Le premier, ce sont les recherches arithmétiques. Il a 24 ans. Avec ce livre, il lance tout simplement l'arithmétique moderne. Le second, 8 ans plus tard, c'est la théorie du mouvement des corps célestes. Le livre contient rien de moins que la loi des erreurs et la méthode des moindres carrés. Or, dans la table des matières du premier, voici ce qu'on trouve. Un algorithme pour les classes primitives singulières propres. Il s'agit bien, comme pour Euler, d'une méthode itérative pour trouver des ensembles de nombres. Dans la théorie des corps célestes, Gauss emploie à nouveau le mot algorithme. Cette fois-ci, c'est dans un sens qui nous est encore plus familier. Il vient de décrire la méthode des moindres carrés et il regrette, comme il fait souvent, d'avoir encore trop de choses à dire. Voici ce qu'il dit exactement. Le sujet traité jusqu'ici pourrait donner lieu à plusieurs élégantes recherches analytiques, auxquelles cependant nous ne nous arrêterons pas, pour ne pas trop nous écarter de notre but. Par la même raison, nous devons réserver pour une autre occasion l'exposition des moyens par lesquels le calcul numérique peut être réduit à l'algorithme le plus expéditif. Et il s'agit bien de l'algorithme numérique pour le calcul de la solution d'un problème de moindre carré. Et finalement, face à l'histoire, c'est Euler et Gauss qui ont eu raison. Ah, je vais vous dire, ces deux-là, ils n'étaient vraiment pas chiffres en algorithme.